Alors, bonjour. Je suis Dr. Guylaine Thériault, je suis médecin de famille au Québec et comme on l'a dit, j'ai été membre du groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs et présidente aussi, groupe qui, au niveau du Canada, fait les recommandations en ce qui a trait à la prévention et au dépistage. Je vais vous parler aujourd'hui de mythes entourant le dépistage. Donc, en termes de déclaration de conflit d'intérêts potentiel, j'ai aucun lien financier avec l'industrie de la pharmaceutique ou l'industrie du diagnostic. Je reçois des honoraires pour différents chapeaux que je porte au Canada comme co-responsable des soins primaires pour Choisir avec Soins Canada. Et avec le groupe d'études canadien, j'ai reçu en 2024 1 000 d'honoraires. Je reçois des fois des honoraires comme facilitatrice ou conférencière et je participe comme vice-présidente à Choisir avec Soins Québec et membre du comité scientifique de TOPMF. Et je suis ici un peu parce qu'on a écrit cet article-là, moi et des collègues, et l'article, c'était la réfutation des mythes entourant le dépistage. Ça fait déjà 2 ans de ça, mais ce que je vais vous partager avec vous vient de cet article-là, mais il reste toujours très pertinent. On a une série qui s'appelle « Prévention en pratique », si jamais ça vous intéresse. Il y a plus de 20 articles dans le médecin de famille canadien sur le thème de la prévention et du dépistage. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est que vous soyez capable, soit en tant que clinicien, soit en tant qu'enseignant, enseignant pour aider vos apprenants à poser un regard critique, sain, au sujet du dépistage, aussi à expliquer certains des mythes à l'aide d'exemples et surtout de partager une information qui est juste avec vos patients. Ça, c'est les objectifs. Bon, juste un petit attention, là. Bien que j'ai choisi des exemples français ou européens, c'est aucunement un jugement de valeur parce que je peux vous dire que ce que je décris, c'est aussi présent en Amérique du Nord, okay? Même peut-être plus. Donc, qu'est-ce qu'un mythe? Alors, sans faire de sémantique avancée, un mythe, c'est une représentation idéalisée. C'est de voir quelque chose avec des lunettes roses et de se dire, ben, c'est tout bien. Hein? Le dépistage, mais qu'est-ce qu'il peut avoir de mal avec le dépistage, en fait? Donc, ici, on voit plutôt, c'est mieux. On va voir. Mais quand on prend un peu de recul et qu'on se met à analyser le dépistage, puis qu'on se met à étudier le dépistage, on se rend compte que ce n'est pas si simple que ça. Hein? Vite, vous regardez l'image, vous vous dites « Ah, ça fait du sens », puis plus vous la regardez, plus vous dites « Attention, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans ». Effectivement, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Le dépistage, ce n'est pas si simple que ça. Mais pourtant, les messages qu'on voit, ce sont des messages comme ça. Grâce au dépistage, bien, on a trouvé un cancer, on m'a traité, et puis j'ai survécu, ça m'a sauvé la vie. C'est un message qui est simple, mais qui est simpliste aussi quand on connaît la complexité du dépistage. Donc, le mythe numéro 1, c'est de ne pas considérer qu'il y a des préjudices ou de considérer que les bénéfices l'emportent toujours sur les préjudices. Ce qu'on a dans notre tête, puis quand je dis « on », c'est nous, mais c'est nos patients aussi, c'est cette espèce de linéarité que je me fais dépister. Là, si on trouve quelque chose au dépistage et que ça va mieux par la suite, bien, c'est à cause du dépistage. Hein? C'est ça qui m'a sauvé la vie, un peu comme dans l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure. C'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que si ça va bien, ce n'est pas nécessairement à cause du dépistage. C'est humain. On a tendance à surestimer les bénéfices et à sous-estimer les préjudices. Ça, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de la mienne, c'est humain. Et ça, vous pourrez lire les références si ça vous intéresse, mais ça a été démontré autant chez vos patients que chez les professionnels de la santé. Et c'est pour ça que c'est très intéressant et utile de s'ancrer sur des outils, comme on vient de faire allusion, les outils d'aide à la décision, parce que ça vous permet de revenir à des données qui sont plus factuelles que des données qui sont plus comme une impression. Parce que, pensez-y, là, c'est pas si compliqué que ça, là, OK? Qu'est-ce qui arrive? On a des personnes qui se font dépister. Bon, ils se font dépister. Qu'est-ce qui peut arriver? Ils peuvent avoir un test négatif. Bon, habituellement, tout le monde est content, OK? Ils pourraient avoir un test positif. Bien, ce test positif-là pourrait être un faux positif. On pourrait
faire d'autres investigations puis prouver qu'en fin de compte, il n'y a pas de problème. Et ça pourrait être un vrai positif. Et quand on a un vrai positif et que ça va bien, bien là, on se dit, on tombe dans la case la plus à droite. Pour vous, c'est à gauche, la plus à gauche. Okay? On arrive là. Et l'erreur, c'est de penser que tout le monde qui va bien tombe dans cette case-là. C'est sûr qu'il en faut des gens dans cette case-là parce que sinon, votre dépistage, il ne fonctionne pas. Okay? Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il y ait certaines personnes que le traitement précoce fonctionne. Mais ce n'est pas tout le monde qui va bien qui tombe dans cette case-là. On en a aussi qui tombent dans la case la plus à droite. C'est-à-dire que ce sont des surdiagnostics, comme on vient de vous l'expliquer. Des gens qui n'auraient jamais eu de symptômes si on ne les avait pas dépistés. Et ça, si c'est la première fois que vous entendez ça, c'est contre-intuitif. Mais c'est la réalité, c'est inhérent à toute forme de dépistage. Pourtant, on simplifie grandement les choses, souvent dans ce qu'on voit dans les médias. Elle va montrer ses seins et ça va lui sauver la vie. Et là, après avoir regardé la cascade, vous comprenez que, premièrement, c'est très possible que ça soit juste négatif pour elle pendant tout le dépistage qu'elle va faire. Et on ne mentionne pas qu'il y a des préjudices, comme les faux positifs et les surdiagnostics. C'est pas facile de mettre tout ça sur une affiche, je vous l'avoue. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment l'information qu'on veut passer aux patients et aux citoyens, d'avoir un message qui est si simple que ça et de ne pas parler des préjudices? Et puis j'ai trouvé ça m'a vraiment, interloquée. Alors, ne fermez pas les yeux sur le cancer de la prostate. Alors, on ne parle même pas que ce n'est pas un dépistage qui est recommandé. Donc, on se demande même pourquoi il y a de la publicité là-dessus. Ce n'est pas un dépistage recommandé. Mais au moins, on dit parlez-en à votre médecin. Au moins en espérant que le médecin va pouvoir se servir d'un outil d'aide à la décision pour bien présenter les bénéfices et préjudices potentiels pour arriver à une décision qui est cohérente avec les valeurs et préférences des patients. Donc, il y a certains dépistages qui ont des bénéfices, mais tous les dépistages ont des préjudices. Okay? Et pour démontrer qu'il y a des bénéfices, ça me prend des données. Ça me prend des données de qualité. Donc ici, un doigt en l'air contre le cancer. Bien, il y en a des données sur le toucher rectal en dépistage et ça ne fonctionne pas. Okay? Et ça nous prend aussi des données de qualité. Donc, je n'ai pas mis ici, mais aux États-Unis, une nouvelle chose qui arrive, là, c'est le dépistage du cancer du pancréas. Bien, il y en a des données, mais elles sont très loin d'être de qualité. Donc, mon premier message, non, en fait, c'est pas vrai, le premier message, c'est après, mais on vous a parlé du neuroblastome, okay, chez les enfants. Moi, je vous donne quelque chose d'un peu plus récent, mais c'est un peu la même histoire. Donc, au Japon, pas au Japon, mais en Corée plutôt, ils se sont dit, on a beaucoup de problèmes avec le cancer de la thyroïde. Ils n'avaient pas de données pour commencer à faire un dépistage. Mais ils ont dit, c'est une bonne idée. Eh oui, encore nos lunettes roses, c'est une bonne idée, on va le trouver plus tôt. Mais qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est qu'ils ont eu une épidémie de diagnostics, mais en fait, ça ne changeait rien aux issues cliniques. Mais qu'est-ce qui arrivait, vous pensez, à tous ces nouveaux diagnostics? Bien, ils en subissaient les préjudices. Donc, premier message, ça prend des données de qualité avant de recommander un dépistage. Il faut en comprendre les bénéfices et les préjudices. Le mythe numéro 2. La détection précoce se traduit toujours par de meilleures issues cliniques. Bon, là, vous commencez à comprendre que la réponse, c'est pas vraiment, OK? Puis pourquoi j'ai mis le petit joueur de basketball, là, c'est que dans mon rôle de présidente, je répondais aux journalistes souvent, puis des fois, ils attendaient nos recommandations, puis ils nous disaient « Pourquoi ça prend tant de temps? C'est un slam dunk, cette affaire-là, c'est un dépistage, ça marche, c'est bon. » Oui, mais c'est pas un slam dunk, OK? Slam dunk, un panier d'un coup, là, je sais pas comment on dit, mais...
Donc, ça m'amène à vous parler de statistiques trompeuses, parce que souvent, ce qu'on voit qui est rapporté dans les médias, mais même dans les journaux scientifiques, ce sont des statistiques trompeuses qui nous font penser qu'il y a un bénéfice, mais qui, en réalité, si on prend un petit pas de côté, un petit pas en arrière, on se rend compte que le bénéfice n'est pas vraiment là. Alors, si je vous offre un rabais de 50 %, êtes-vous heureux? Oui, avez-vous des questions pour moi? C'est sur quoi? Hein? OK. C'est pas la même chose si c'est sur une voiture de sport, là, vraiment de haut niveau, ou si c'est sur des confiseries. Hein? Et ça, c'est l'image du risque de base. Et quand on parle en risque relatif, 50 % de moins, bien, il faut avoir le réflexe de se dire, mais je pars d'où? Je pars d'un risque qui est élevé ou un risque qui est bas? Et en dépistage, on part souvent d'un risque qui est bas. Donc, quand on a des réductions de valeur en risque relatif, il faut se demander, un peu comme on vous l'a dit, c'est quoi la différence en risque absolu? Parce qu'ici, c'est une image d'un outil d'aide à des décisions du groupe d'études sur le dépistage du cancer de la prostate chez 1000 hommes suivis pendant 13 ans. Et là, vous voyez en bas, hein, il y a 5 petits bonhommes noirs et un petit bonhomme jaune. Donc, en fait, si on n'est pas dépisté, il y avait 6 mortalités par cancer de la prostate, puis si on l'est, on en a 5. Donc, 1 sur 6, c'est 15 % de moins. C'est vendeur, 15 % de moins. Mais la réalité, en nombre absolu, c'est un homme sur 1000. C'est pas la même chose. Il faut vraiment connaître le risque de base, il faut vraiment être transparent et utiliser, comme on vous l'a déjà dit, des valeurs en absolu. Donc, si on vous présente des risques en valeur relative, demandez en valeur absolue. Et ça, ce n'est pas juste en dépistage. S'il vous plaît, demandez pour n'importe quoi qu'on vous propose. La corrélation. Donc, ce n'est pas vraiment une statistique trompeuse, c'est plutôt comme des données trompeuses. Hein? C'est quand on voit une association, mais ce n'est pas causal, ou en tout cas, on peut en douter. La corrélation, ce n'est pas un synonyme de causalité. Alors ici, saviez-vous qu'il y a une corrélation quasiment parfaite entre la consommation de glace, de crème glacée, comme on dirait au Québec, et les attaques de requins? Ah oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur de confusion ici qui est la chaleur. Okay? On se baigne plus, on mange plus froid quand il fait chaud. Okay? Donc, c'est pour vous faire sourire, mais vous pensez que ça n'existe pas, ça existe dans les études aussi. Et c'est là qu'il faut faire attention si on se dit, mon intervention qui est le dépistage amène à une issue clinique, mais est-ce que j'ai des facteurs de confusion? On vous a donné l'exemple des volontaires sains. C'est un exemple de facteur de confusion. Donc, ce qu'il faut, la grande majorité du temps, il faut privilégier les études qui sont contrôlées et randomisées. Pourquoi? Parce que ça met les facteurs pronostiques ou les facteurs de confusion égaux dans les deux groupes. Ça enlève cette partie-là d'incertitude. Donc, prochain message, attention aux facteurs de confusion dans les données que vous regardez pour déterminer si un dépistage en vaut la peine ou pas. Ça vient d'une émission en France. Et ça, là, vraiment, je vais vous dire, ces statistiques-là, même moi, après tant d'années, ça me prend toujours 2-3 secondes avant que ma tête se remette devant puis dire « Attends une minute, il y a vraiment un problème là. » On parlait du dépistage du cancer du poumon et on disait « Mais écoute, c'est fantastique. » Parce que quand on dépiste, on augmente les diagnostics précoces et ceux-là ont plus de chances de survie. 80 % de survie à 5 ans. Mais si on arrive avec des cas avancés, c'est juste 5 % de survie à 5 ans. La survie à 5 ans est une statistique trompeuse en dépistage. Pourquoi? On a déjà fait allusion à ça. Je vais vous l'illustrer. À cause du biais de devancement, qui a été appelé un peu autrement tout à l'heure, mais qui veut dire la même chose. Hein? Vous voyez, par exemple, la première ligne, je n'ai pas de dépistage. J'ai des symptômes, puis au bout du carré rose, là, je meurs. OK? Si j'ai un dépistage, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il trouve la maladie avant que j'aie des symptômes. Sinon, mon dépistage n'est pas efficace. Donc, si je le trouve avant, qu'est-ce qui arrive à la survie à 5 ans? Et elle augmente. Okay? C'est inhérent au dépistage. Donc, ce n'est pas une bonne statistique en dépistage.
Et vous voyez la différence ici entre le dépistage qui est inefficace, donc qui fait juste augmenter la survie à 5 ans ou qui fait le temps de devancement, et un dépistage qui pourrait être efficace là, avec un impact sur le pronostic. Mais les deux augmentent la survie à 5 ans. Donc, ce n'est pas une bonne statistique à utiliser. Une autre chose qui fait augmenter la survie à 5 ans, c'est le biais de sélection pronostique. Donc, plus facile pour moi de trouver des cancers ou des maladies à évolution lente, plus facile pour moi de trouver des surdiagnostics qui sont là et qui persistent tout le temps. Donc, ça aussi, ça fait augmenter ma survie à 5 ans. Donc, la survie à 5 ans n'est pas une bonne mesure d'efficacité du dépistage. Jusque-là, ça va? C'est bon. OK, on va voir si ça va, parce que là, je vais essayer de vous piéger un petit peu. Fait que je vous amène une autre notion, mais j'ai mis des petits pièges là-dedans. Donc, est-ce que l'augmentation de l'incidence, c'est une bonne raison pour intensifier le dépistage? Donc, vous dites, il y a plus de cancers, il y a plus de ci, il y a plus de ça. Bien, en fait, vous vous dites, on m'a donné un exemple du neuroblastome, puis là, on m'a donné un exemple de la thyroïde. C'est peut-être pas une si bonne idée que ça, en fin de compte. Mais je vous dis, par exemple, ici, le cancer colorectal, il y a 63 d'augmentation du cancer colorectal entre 1998 et 2015 chez les jeunes étant définis ici comme les 50 ans et moins. Donc, voyez-vous le piège? 63 c'est en relatif. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire en absolu? Okay? Je vais vous le montrer à la prochaine diapositive. L'autre piège, puis je ne pouvais pas m'empêcher de le montrer, publié dans le New England Journal of Medicine. Regardez comme il faut, vous voyez que ça monte chez les 40-49 ans, ou les 0-49 ans, vous voyez que ça monte. Avez-vous regardé l'axe des Y? L'axe des Y est différent pour chacun, publié comme ça dans le New England. Okay? Une attrape. Ça a été remis, on voit moins l'augmentation sur ce graphique-là, et l'augmentation en risque absolu, c'est de 5 personnes sur 100 000, donc de 7,9 à 12,9. Je ne dis pas qu'il faut dire c'est rien, je ne dis pas qu'il faut pas s'en préoccuper puis essayer de voir pourquoi ça arrive. Mais est-ce que le dépistage, c'est la solution? Vous imaginez combien de personnes faudrait que je dépiste pour peut-être changer quelque chose? Est-ce que c'est vraiment la solution? Et là, vous dites, mais j'ai appris tout à l'heure, ils m'ont dit plusieurs fois, ça me prend des données. Il n'y en a pas de données chez les plus jeunes que 50 ans. En fait, dans cette revue systématique-là, il y avait seulement 3 essayeurs qui avaient des gens en bas de 50 ans. Malheureusement, on n'a pas stratifié par âge, donc on n'a pas de données. Mais vous pouvez vous imaginer que je suis bien plus dans les confiseries que dans la voiture de luxe. Je suis dans un risque qui est très, très faible, comparativement à un risque plus élevé chez les plus âgés. Okay? Donc, l'augmentation de l'incidence n'est pas d'emblée synonyme avec une augmentation des bénéfices découlant du dépistage. Faut-il le prouver qu'on peut avoir des bénéfices qui surpassent les préjudices? Le mythe numéro 3. On aime ça, les bébelles. Hein? Les nouvelles technologies, c'est le fun. Hein? Donc, les nouvelles technologies, ça procure plus de bienfaits. Ça, c'est un mythe. Okay? Mais pourtant, on voit ça très souvent. 2 exemples ici. Donc, ça, la première, c'était quelque chose, je pense, qui était plus adressé pour les patients, qui disaient, on a une nouvelle machine, une mammographie 3D, venez, c'est une vraie avancée, on trouve 30 plus de cancers. Il y a personne qui me dit, mais c'est en relatif encore? Oui, c'est en relatif encore. Okay. 30 plus de cancers, mais en même temps, est-ce que c'est une issue importante pour les patients de trouver plus de cancers? Pensez-y. Ici, en bas, publication dans un journal qui s'appelle le Journal des radiologistes, en tout cas du Canada. Plus de cancers détectés si j'ajoute l'échographie à la mammographie pour les femmes qui ont des seins denses. Plus de cancers détectés. Mais quand on se pose des questions, et quand vous parlez avec vos patients, qu'est-ce qui est important pour eux? Donc, l'acronyme PICO, population, intervention, comparaison, outcome pour issue clinique. Est-ce que juste de détecter des cancers de plus, si je ne change rien dans la mortalité et la morbidité, ça vaut la peine? Non, on veut savoir ce qui se passe avec la mortalité, avec la morbidité. C'est ça qui est important. Des issues cliniques qui sont pertinentes ou orientées vers les patients. C'est ce qu'il faut rechercher.
Donc, encore là, une façon de vendre quelque chose, mais qui ne nous donne pas l'information dont on a besoin. Et là, je fais une petite aparté sur la morbidité, parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu très souvent. J'essaie de vous expliquer pourquoi c'est fallacieux et c'est encore une statistique trompeuse. Donc, souvent, on va dire, on diminue les cancers avancés. Moi, je n'ai pas de problème. Si on diminue vraiment les cancers avancés, je crois que c'est une issue qui est orientée vers les patients. Mais ce qu'on va souvent nous dire, c'est qu'on diminue le pourcentage de cancers avancés. Alors, exemple, vous avez les stades avancés en haut en bleu, les stades précoces en vert. C'est une illustration, okay, pour comprendre le concept. Ça, c'est pour une population non dépistée. Qu'est-ce qui va arriver si je dépiste? Bien, je vais augmenter mes stades précoces. Donc, même si mes stades avancés, vous voyez que le bleu n'a pas changé du tout, là, bien, le pourcentage des stades avancés, surtout les cancers dépistés, bien, il va diminuer. C'est comme une vérité de la palisse. C'est sûr. OK? Fait que si vous regardez ça et qu'on vous dit ça, bien, les pourcentages diminuent. Oui, mais c'est quoi le dénominateur? C'est le total des cancers. Ça ne marche pas, c'est sûr. Quand on dépiste, c'est ce qui va arriver. Ce que vous voudriez voir, c'est une diminution réelle des stades avancés. Et que ça, vous pourriez le voir, par exemple, avec un dénominateur qui serait 1000 personnes dépistées. Okay? Encore une façon, des statistiques qui sont utilisées de façon fallacieuse. Est-ce que c'est avec intention ou pas? Je ne le sais pas, mais ça vient nous dégoûter. Donc, trouver plus de cancers, ce n'est pas d'emblée synonyme de plus de bénéfices. Puis attention, quand on parle de pourcentage de maladies en stade avancé, vous voulez encore des données en absolu. On achève. Le mythe numéro 4, c'est le dernier. Donc, le dépistage sauve des vies. Okay? On a fait allusion à ça tout à l'heure. C'est souvent, dans les issues qu'on regarde, dans les grands essais, c'est la mortalité. Je vais parler des cancers, par exemple. C'est la mortalité par cancer. On peut arriver, des fois, à démontrer une différence entre les groupes. Mais la mortalité totale, il n'y a que la sigmoïdoscopie dans le cancer colorectal qui a démontré une différence. Puis encore là, il faudrait regarder puis se questionner. Mais pourquoi? Est-ce qu'on devrait regarder la mortalité totale? Ça, c'est un débat. Je ne pense pas qu'on va faire ce débat-là aujourd'hui. Mais pensez-y, si vous avez besoin de c'est tellement grand pour prouver qu'on a une petite différence dans la mortalité totale, est-ce que c'est cliniquement important? Je voulais juste penser à ça. Je pense que personne n'a résolu vraiment ce débat-là. Puis autre chose que les gens disent, mais est-ce que c'est parce que mon dépistage a des effets préjudiciables? Il y a des fois des procédures qui sont très dangereuses pour arriver à faire un diagnostic. Mais c'est un long débat. Donc, le dépistage, ça ne sauve pas vraiment des vies. On ne peut pas dire que ça sauve des vies, on peut dire que ça diminue la mortalité par cancer, par exemple. Dernier point que je vais faire, c'est que les patients ont droit, à mon avis et à l'avis de plusieurs, à une information factuelle. Donc, avec des outils d'aide à la décision, et je vous présente le petit dernier du groupe d'études sur le dépistage du cancer du sein, celui-là dans la cinquantaine, 50-59 ans, où là, on met les bénéfices et les préjudices sur 1000 personnes, dépistées ici pendant une décennie. On voit les bénéfices, 1 à 2 décès par cancer du sein évités, les faux positifs, des surdiagnostics, et malheureusement, dans les études contrôlées randomisées, on n'a pas beaucoup d'autres bénéfices à nous mettre sous la dent. Ce qui est vraiment, pour moi, surprenant, parce que quand on a fait la mise à jour, on a même regardé tous les types d'études et vraiment, à peu près rien à nous mettre sous la dent. Donc, mes messages clés. L'information au sujet du dépistage, ça doit être transparent. Il faut parler d'issues cliniques qui sont importantes pour les patients. Il faut parler en nombre absolu. Il faut avoir l'humilité de partager ces informations-là avec les patients, d'accepter leurs valeurs et préférences. Il faut éviter les statistiques trompeuses. Et là, j'ai peut-être passé vite, mais vous voyez qu'il y en a beaucoup de statistiques trompeuses. Et utiliser la bonne base factuelle. Le dépistage, potentiellement, peut avoir des bénéfices. Faut-il avoir des preuves et des bonnes preuves de cela, mais ça a aussi des préjudices.
Détecter précocement, ce n'est pas nécessairement synonyme de meilleures issues cliniques. Et plus de cancer, bien, on l'a compris, ça ne veut pas dire nécessairement un bénéfice important pour le patient. Ah, j'ai oublié de dire. Je voulais juste vous dire que vous êtes ceux qui allez faire ces discussions-là avec les patients. C'est pour ça que c'est important que vous compreniez bien ces principes-là, puis c'est surtout si vous l'enseignez aussi à vos apprenants. Donc, je vais rester pour la période de questions. Je voulais remercier le comité organisateur de m'avoir invité ici. Ça fait toujours plaisir de venir visiter la France. Alors, merci beaucoup.